Au sommaire de cette édition, un nouveau rapport de l'ONG Amnesty International accuse l'armée nigériane d'avoir maltraité des femmes et des filles fuyant l'insurrection de Boko Haram. Avec l'aide d'un hélicoptère des Émirats arabes unis, les autorités du Somaliland acheminent de l'aide alimentaire aux populations des zones touchées par le cyclone Sagar. Et puis en Espagne, le parti au pouvoir a été condamné ce jeudi pour enrichissement illégal dans un vaste procès pour corruption. Ravi de vous retrouver à toutes et à tous. Bienvenue. Dans un nouveau rapport, l'ONG Amnesty International a indiqué que l'armée nigériane a maltraité des femmes et des filles fuyant l'insurrection de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Le rapport souligne également qu'elles ont été forcées à avoir des relations avec le personnel militaire. Les détails. Basé sur plus de 250 entrevues réalisées entre 2016 et 2018, le nouveau rapport d'Amnesty International, intitulé « Ils nous ont trahis », indique que l'armée nigériane a maltraité des femmes et des filles fuyant l'insurrection de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Le groupe de défense des droits de l'homme Amnesty affirme aussi dans ce rapport que les soldats ont séparé les femmes de leurs maris et les ont confinées dans des camps annexes, assez éloignés des principaux camps, où elles ont été victimes de viols et d'abus sexuels, et ce, parfois en échange de nourriture. Amnesty International souligne également que les femmes ont été forcées à avoir des relations avec le personnel militaire. L'ONG affirme que les militaires ont profité de la famine dans les camps pour s'attaquer aux victimes. Toujours selon elle, des femmes soupçonnées d'être membres de Boko Haram ont été détenues arbitrairement. Le groupe affirme également que la violence perpétrée pourrait constituer des crimes de guerre, mais un porte-parole militaire de l'armée nigériane a rejeté le rapport, qualifiant les allégations de viol de fictives. Le président tchadien Idriss Déby Itno entend parvenir à la parité entre hommes et femmes dans les fonctions nominatives et électives. À cet effet, il a instauré un quota de 30% de candidates aux prochaines législatives, selon une ordonnance rendue publique ce jeudi. Selon cette ordonnance présidentielle, un quota de 30% est affecté aux femmes dans les fonctions nominatives et électives. Ce quota doit tendre progressivement vers la parité. Sous peine d'irrecevabilité, les listes des candidatures aux élections législatives prévues en novembre et locales doivent être composées d'au moins 30% des femmes, ajoute le texte. La parité entre hommes et femmes était l'une des résolutions d'un forum national sur les réformes institutionnelles tenu en mars et qui a servi de base à une nouvelle constitution. Le Tchad compte, dans son nouveau gouvernement formé en mai, 8 femmes sur 28 ministres, alors qu'elles représentent 52% de la population estimée à 12 millions d'habitants. Elles font souvent l'objet de discrimination, rapportent les défenseurs des droits de l'homme. Si le pays dispose d'une base juridique solide visant l'égalité de genre, il existe certaines pratiques culturelles néfastes profondément ancrées dans une société patriarcale traditionnaliste, selon le rapport d'un groupe de travail de l'ONU qui a effectué une mission au Tchad en décembre. Les femmes sont fréquemment reléguées au second rang, ne prennent pas part à la prise de décision, ne sont considérées que si elles restent au foyer et ont souvent peur de leur mari, indique le test. Selon certaines traditions dominantes, la femme devient la propriété de l'homme qui l'acquiert au travers d'une dot, affirme l'ONU qui ajoute 68% des filles au Tchad sont mariées avant 18 ans, 22 d'entre elles sont alphabétisées contre 54% des hommes, estime encore l'ONU qui fait état d'autres violences comme les mutilations génitales ou les violences domestiques. Avec l'aide d'un hélicoptère des Émirats arabes unis, les autorités du Somaliland acheminent de l'aide alimentaire aux populations des zones touchées par le cyclone tropical, et ce pour la première fois depuis le passage de la tempête. Le cyclone Sagar s'est formé la semaine dernière dans le golfe d'Aden, près des côtes du Yémen, avant d'atteindre samedi dernier Djibouti et le Somaliland, dans le nord-ouest de la Somalie, où il a fait le plus grand nombre de victimes. xukuumadda Somaliland runtii waxay ku dadaashay
Le gouvernement du Somaliland, dirigé par le président Moussé Bihi Abdi et son vice-président Abdirahman Saï, a fait plus d'efforts pour aider les personnes touchées en appelant la communauté internationale à envoyer rapidement des secours d'urgence à ceux qui ont été touchés par le cyclone tropical. C'est pourquoi nous avons maintenant transporté par hélicoptère les premiers secours alimentaires aux sinistrés après les tempêtes meurtrières. Les dirigeants des Émirats arabes unis sont les premiers à répondre à notre appel et à envoyer des secours par avion dans les zones touchées à un moment où il est difficile de se rendre dans cette ville par voie terrestre. C'est pourquoi nous leur sommes très reconnaissants. Le Burkina Faso a rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan. Ce pays lui apportait une aide importante et avait en retour son soutien diplomatique. C'est le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, qui a fait l'annonce jeudi à Ouagadougou. Le gouvernement du Burkina Faso a décidé. Plus de relations diplomatiques avec Taïwan jusqu'à nouvel ordre. Comme motif officiel, le pays des hommes intègres veut reconsidérer sa position face à l'évolution du monde, des défis socio-économiques actuels du pays et de la région ouest-africaine. En effet, depuis 1994, le Burkina Faso entretient des relations de coopération avec Taïwan. Le gouvernement rassure. Le gouvernement du Burkina Faso décide, à compter de ce jour, de rompre ses relations diplomatiques avec Taïwan. Cette décision est guidée par la ferme volonté du gouvernement de défendre les intérêts du Burkina Faso et de son peuple dans le concert des nations et de nouer le meilleur partenariat afin de consolider le développement socio-économique de notre pays et de faciliter les projets régionaux et sous-régionaux. Le Burkina prend les dispositions nécessaires pour procéder prochainement à la fermeture de son ambassade à Taipei, ainsi que celle de Taïwan au Burkina. Plusieurs pays africains, dont le Tchad ou le Sénégal, ont rompu leurs relations avec ce pays afin de bénéficier de ce que peut leur apporter la coopération avec la Chine qui pousse les pays à s'éloigner de Taïwan. Avec la rupture burkinabé, le Swaziland reste le seul pays africain à entretenir des relations avec Taïwan. 13 ans après les violences post-électorales qui ont endeuillé le Togo, l'État a débuté une compensation financière au nom de la réconciliation nationale. Cet épisode reste une page sombre de l'histoire de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Les images. À Takpamé, localité rurale à 175 km au nord de Lomé, située dans une région favorable à l'opposition, fut l'épicentre des violences post-électorales de 2005 qui ont conduit Faure Yassingbe au pouvoir après 38 ans de règne sans partage de son père, le général Yassingbe Yadema. Cet épisode reste une page sombre de l'histoire de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Les estimations varient de 105 morts selon le pouvoir à 811 selon l'opposition. J'ai perdu ma femme et on a fui pour aller au village. Ce qui se passe aujourd'hui là, il ne faut plus que ça se passe encore au Togo. Le mal est déjà fait. Ce n'est pas l'argent qui va réparer les choses. Les gens ont perdu leurs parents et tous leurs biens. En mai 2009, le gouvernement a mis en place une commission Vérité, Justice et Réconciliation chargée de faire la lumière sur les violences politiques entre 1958 et 2005. La commission a recueilli pendant près de 3 ans de témoignages qui ont permis d'identifier au total plus de 22 000 personnes à indemniser pour un montant compris entre 35 et 40 milliards de francs CFA. Je vois ça que c'est très bon parce que vraiment à Tapamé, ici, ce qui s'est passé en 2005, c'était vraiment énorme. Aujourd'hui, nous voyons tout ce que nous venons de voir. Nous voyons que c'est bon, c'est pour apaiser seulement les cœurs. En décembre, une centaine de personnes ont été indemnisées et dans la seconde phase qui a démarré mi-avril, quelques 2500 personnes recevront entre 420 000 et 2,1 millions de francs CFA. Ces indemnisations aussi sont porteurs de montants symboliques. Ça symbolise la chose. Ça symbolise la reconnaissance de leur statut, la reconnaissance de ce qu'ils ont souffert. Et ça symbolise l'engagement de l'État, non pas à les réparer,
mais à leur apaiser le cœur. En juillet 2007, le président Yassingbe s'était rendu dans cette localité martyre où il avait promis que plus jamais cela n'arriverait sur les terres de nos aïeux. Pourtant, 10 ans plus tard, des scènes de chaos ont éclaté, notamment dans le nord du pays. Le niveau des violences, qui ont fait une quinzaine de morts, n'a rien à voir avec 2005, mais ce goût de déjà-vu inquiète les habitants d'Atakpamé à 2 ans des prochaines élections. La communication confuse autour du vaccin contre Ebola en République démocratique du Congo freine la réponse à l'épidémie. C'est ce qu'a affirmé le coordonnateur médical d'urgence de Médecins sans frontières, Jean-Clément Cabrol. On le suit. Fait par radio, par exemple, autour de la vaccination, moi je considère que les messages n'ont pas été, ne sont pas bien faits autour de la vaccination. On a trop parlé d'entrée, donc ça c'est venu directement là du directeur général de l'OMS. On parle de vaccination expérimentale. Je pense que c'est d'utiliser des mots comme vaccination expérimentale, ça facilite pas les choses. Après, il va aussi, je dirais qu'aujourd'hui il y a besoin de resserrer ces coordinations autour de, je dirais, des acteurs clés et des personnes qui ont plus de compétences pour y répondre. Aujourd'hui, il y a autour des balades. Ce qui est inquiétant, c'est que on est pratiquement tous les jours aujourd'hui à des nouveaux cas confirmés, avec un rythme assez rapide tous les jours. Et encore une fois, toutes les mesures aujourd'hui autour de ce qu'on appelle les piliers de la réponse ne sont pas tous en place, dû aux difficultés logistiques, dû à certaines difficultés de coordination, même si... Et puis le parti au pouvoir en Espagne est dans de beaux draps. Il a été ce jeudi condamné pour enrichissement illégal dans un vaste procès pour corruption. 29 accusés, dont d'anciens cadres du Parti populaire, le PP au pouvoir, ont été condamnés à un total de 351 années de prison. Le PP du chef du gouvernement, Mariano Rajoy, a immédiatement réagi. À travers un communiqué, il a fait savoir qu'il ferait appel de la décision de l'audience nationale. En effet, le tribunal le condamne à rembourser 245 492 € pour participation à titre lucratif à un système tentaculaire de pots de vin en échange de contrats publics. Les deux principaux responsables du réseau, à savoir l'ancien trésorier du Parti populaire et l'entrepreneur Francisco Correa, ont été condamnés respectivement à 33 années et 4 mois de prison et 51 ans et 11 mois, notamment pour corruption, malversation et blanchiment d'argent. Ce méga-procès a duré d'octobre 2016 à novembre 2017. Durant cette période, l'audience nationale a jugé établi l'existence d'un réseau qui attribuait des contrats publics en échange de commissions dans des municipalités des régions de Madrid et de Castille-Léon entre 1999 et 2005. Ce qui a généré des bénéfices énormes au Parti populaire, consistant en un financement illégal d'activités de plusieurs meetings politiques. Mais ce n'est pas tout. L'audience nationale va plus loin dans son arrêt de 1700 pages et conclut également à l'existence d'une caisse noire au PP. Il s'agirait d'une structure financière et comptable parallèle à la comptabilité officielle, au moins depuis 1989. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.